Aux alentours de 1250, pour ceux de leurs enfants qu'ils avaient réussi à mener vivants vers leur 8e année, marchands et artisans de la ville considéraient comme indispensable leur maîtrise du lire, écrire, compter. Ceci afin qu'ils puissent leur succéder en entreprise familiale. Au village, les enfants des ruraux les plus aisés fréquentaient l'enseignement du prêtre. Exceptionnellement, quelques maîtres étaient des laïcs, mariés et pères de famille. L'école de Sarcelles était construite au chevet de l'église. Dans son dernier état, le bâtiment a été démoli vers 1767 lors de la construction de la nouvelle route en direction des Coins. Vers 1500, les écoles rurales sont des maisons ordinaires. L'unique salle de classe est vite pleine d'enfants assis sur le sol ou sur des bancs. Dès 1452, les noms de 2 maîtres d'école sont mentionnés à Sarcelles. Les registres paroissiaux nous permettent de renouer le fil de l'enseignement au village. Le 23 novembre 1696, Étienne de la Chartre, maître d'école, fait baptiser son fils. Une école ne pouvait être créée au village que si les habitants en acceptaient le financement. La communauté s'imposait chaque année une charge qui était répartie entre les chefs de famille. Le maître d'école rurale, même s'il était un laïc, devait assurer l'éducation religieuse des enfants. Il participait aux offices en servant la messe et en chantant. Ses fonctions marquaient le maître d'école d'une dignité qui s'apparentait à celle dont était revêtu le clergé. Contrairement au principe scolaire actuel, l'accès au lire, écrire, compter n'était pas simultané. L'apprentissage de la lecture constituait l'activité essentielle des élèves des petites écoles et la seule pour un grand nombre d'entre eux. Pour écrire, il fallait fabriquer de l'encre, ce qui n'était pas si simple. Les recettes préconisaient de faire macérer dans de l'eau des noix concassées ou des gales de chêne qui, riches en tanins, produisaient une couleur brune. Le liquide obtenu était conservé dans des encriers de plomb ou de corne. Enfin, il fallait un support à l'écriture. Le papier commença à être fabriqué en France vers 1350. On utilisait comme matière première de vieux chiffons malaxés dans des moulins. En 1700, papier et parchemin restaient des matériaux chers. Âgé de 76 ans, Louis Guesdron, fabricant de parchemin, décède à Sarcelles en 1714. Les registres paroissiaux conservés sont les témoins de la fabrication papetière de l'époque. L'outil utilisé pour écrire était une grande plume d'oiseau. Les plumes de cygne étaient utilisées pour l'écriture à grosses lettres. Les plumes d'oie et de dindon servaient pour l'écriture moyenne. Les plumes de corbeau, de coq et de canard pour l'écriture fine. Le maître coupait en biseau le tube de la plume, le fendait et recoupait l'extrémité de la pointe en fonction de la grosseur des lettres à réaliser. Le tube retenait une petite quantité d'encre régulièrement renouvelée en trempant la plume dans l'encrier. La fente pratiquée et la souplesse du tube de la plume permettaient de tracer les pleins et les déliés de l'écriture cursive dite anglaise. Les enfants de Sarcelles devaient trouver dans les poulaillers familiaux cette fourniture scolaire qui nécessitait un remplacement régulier, de 2 plumes par jour pour un travail intensif ou maladroit, à 1 plume tous les 2 jours en moyenne. Dès 1835, les plumes métalliques anglaises remplacent les plumes d'oiseaux dans les écoles et les administrations du continent. Les enfants de Sarcelles utilisèrent les plumes d'oiseaux à l'école jusque vers cette époque. En 1844, un compte-rendu d'inspection du comité d'instruction primaire de la municipalité mentionne la réforme de l'usage des plumes d'acier qui rendent l'écriture grosse et moyenne trop maigre. Lorsque table, plumes, encre et papier étaient réunis, restait le plus difficile. Car l'apprentissage du geste d'écriture impliquait une discipline du corps. On tenait la plume avec 3 doigts. Il devait toujours être flexible. Les 2 autres doigts servaient à soutenir la main. L'écriture ne pouvait être enseignée simultanément aux élèves de ces classes. Le suivi individuel était la règle. De fait, les petites écoles n'ont pu accorder à l'apprentissage de l'écriture qu'une place limitée, ceci vers un petit nombre d'élèves. L'apprentissage de l'écriture se faisait lettre à lettre, puis, comme la lecture, syllabe par syllabe. Et pour ceux que leurs parents n'ont pu maintenir suffisamment à l'école pour qu'ils écrivent en liant les lettres, les registres paroissiaux gardent la trace des niveaux d'écriture atteints par les enfants de Sarcelles à travers leur signature ou de leur capacité à signer une fois devenus adultes. Qu'ils aient signé leur acte de mariage, aient été témoins, parents ou parrains lors d'un baptême.
Ces signatures de vignerons et d'artisans sont à mettre en contraste de style avec celles des ruraux issus de milieux nettement plus aisés, que sont les laboureurs, les notaires, les officiers féodaux, les marchands, ainsi que celles des urbains, bourgeois, artisans, nobles, officiers royaux, ecclésiastiques, ayant jeté leur dévolu sur ce petit coin de campagne peu éloigné du lieu de leurs affaires. À l'opposé, ces signataires populaires sont en miroir avec ceux qui ne signent pas, ceux dont le scribe note qu'ils ont déclaré ne savoir signer, ou de façon plus définitive qu'ils sont tous illettrés. Pour beaucoup, ces illettrés sont manouvriers, batteurs en grange, charretiers. Ils sont au bas de l'échelle des revenus au village. Le travail des enfants était une nécessité à la survie des familles pauvres et l'école était alors perçue comme un luxe superflu. Au niveau du calcul, les enfants devaient intégrer la composition des chiffres hérités de l'Antiquité romaine. Ils sont représentés par des lettres, I pour 1, V pour 5, X pour 10, C pour 100, etc. Puis ils devaient s'exercer à la composition des nombres par la combinaison de ces lettres. Il s'agissait pour les enfants d'intégrer en outre le système monétaire qui utilisait 3 unités, chacune notée par sa lettre initiale. D pour le denier, S pour le sol et L pour la livre. Il fallait 12 deniers pour faire un sol et 20 sols pour faire une livre. Pour la plupart des enfants, l'apprentissage du calcul se limitait à cette opération. La Révolution créa le système décimal. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la mémoire populaire garda le souvenir de l'ancien système monétaire à travers le sou. L'école révolutionnaire voulait former des citoyens. Par manque de moyens financiers, la Révolution française laissa les maîtres d'école aux mains des municipalités qui les logeaient, les rémunéraient et surveillaient leur enseignement. Après la Révolution et le Premier Empire, une monarchie constitutionnelle est maintenue. Se succèdent alors Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. La surveillance de l'enseignement est laissée aux notables siégeant dans les comités d'instruction primaire de chaque commune. Ce sont les élus, le curé et les notaires. À cette époque, toute construction est susceptible d'accueillir la classe. Parfois, c'est une grange ou un bâtiment désaffecté. Une institutrice nouvellement recrutée à Sarcelles réclame un changement de local. Probablement n'était-il pas adapté. Le comité visite une bâtisse rue du Temple. Le sol étant en terre battue, le comité demande l'établissement d'un plancher. Cette installation était transitoire car en 1837, le maire sollicite l'avis du comité sur la construction d'un bâtiment destiné aux écoles primaires de garçons et filles et à une mairie, le tout en un seul bâtiment qui sera édifié sur le terrain de l'ancien cimetière. Il s'agit de l'ancienne mairie, démolie vers 1970. Le métier d'instituteur apportant une toute petite aisance, celui-ci exerçait souvent une activité complémentaire. L'institutrice était encore moins payée. Les rares maîtresses laïques étaient souvent issues de la petite ou moyenne bourgeoisie ruinée. Elles étaient souvent veuves ou orphelines. Parfois, le poste était tenu par une toute jeune personne. En 1834, la demoiselle Allard était âgée de 16 ans lorsqu'elle prit en charge la classe des filles de Sarcelles. La sensibilité de l'époque préférait la séparation des filles et des garçons, et qu'une institutrice enseigne aux filles. À Sarcelles, l'instituteur était chargé d'une classe unique d'enfants âgés de 4 à 12-13 ans. La classe de M. Toury regroupait, suivant les périodes, de 92 à 40 enfants. Les raisons de cette variation sont indiquées. Les plus âgés et avancés étaient occupés au champ par leurs parents. L'instituteur regrette de ne pouvoir suivre les progrès des enfants que les parents lui enlèvent pendant 3 ou 4 mois chaque année. En mars 1836, 12 garçons ont cessé de suivre l'école car les travaux des champs commencent avec le printemps. L'ancêtre de l'école maternelle, ou salle d'asile, est tenu par la demoiselle de Lyon, une sarcelloise née en 1788. Cette classe des petits accueille de 28 à 75 enfants âgés de 2 à 6-7 ans. Les enfants apprennent l'alphabet, à épeler les mots et à lire, ainsi que les prières chrétiennes. Les fillettes y découvrent les rudiments de la broderie. L'été, les enfants sortent en promenade après les grandes chaleurs de la mi-journée et suivent les leçons en plein air. Les enfants de milieux modestes sont accueillis gratuitement. L'une des fonctions de la salle d'asile est de permettre aux mères de travailler au champ. En mars 1837, lors d'une de ces visites,
l'inspecteur des écoles primaires fait remarquer que le principal signe de la religion catholique manquait dans la classe des jeunes filles. De nouvelles élections municipales amenèrent un nouveau maire et donc un nouveau président du comité. L'une de ses premières décisions fut de procéder à l'achat d'un crucifix pour chaque classe du village. Le pouvoir conservateur interdisant les réunions politiques, des émeutes populaires éclatent dans Paris en février 1848. Cette brève révolution proclame la Deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. Une large majorité de droite est portée à la Chambre des députés. Un nouveau plan d'éducation aboutit à la loi Fallou en 1850, qui, sans l'écrire, visait à favoriser l'enseignement privé catholique. Élu président pour 4 ans, Louis-Napoléon Bonaparte n'était pas rééligible. Souhaitant se maintenir, il organisa un plébiscite en décembre 1851. Les Français lui donnèrent tous les pouvoirs. Il prit le nom de Napoléon III. L'Empire était rétabli. L'Église développa son emprise sur l'instruction publique. En 1863, 20% des enfants en âge scolaire ne fréquentaient pas l'école et près de 40% des garçons faisant leur service militaire étaient illettrés. Le Second Empire sombra dans la guerre contre la Prusse. Le 4 septembre 1870, la Troisième République fut proclamée. Après une période d'instabilité, les lois de 1875 définirent le cadre institutionnel de la Troisième République. La transformation de la mission d'instruction en mission d'éducation obligea un développement des objectifs de l'école au-delà du lire, écrire, compter. Encore fallait-il que l'école soit accessible à tous. La loi de juin 1881 institua la gratuité. Celle de mars 1882 rendit l'école obligatoire et l'enseignement primaire laïque. La leçon de morale se substitua à l'instruction religieuse. C'est du début de la Troisième République que datent les conditions permettant une approche de l'égalité des chances. À partir des années 1890, la diffusion du modèle du bon élève marqua l'entrée dans un schéma de société où la réussite sociale était liée au mérite personnel. Avec de bons résultats scolaires, les enfants ont pu faire mieux que leurs parents. À partir des années 1960, les migrants ont pu mieux intégrer la société d'accueil après leur passage dans les centres d'apprentissage de la langue française. Après les bibliothèques scolaires des origines, les bibliothèques municipales ont permis à tout un chacun l'accès à la diversité des écrits.